a les enzymes l'activité de l'enzyme va changer en fonction de plusieurs facteurs, de plusieurs paramètres. L'enzyme va plus ou moins bien fonctionner grâce, par exemple, le premier exemple ici, c'est la température. Vous avez sur le graphique ici, on va regarder directement le graphique avec l'enzyme 1, l'enzyme 2, l'enzyme 3. Vous avez trois enzymes différentes qui vont fonctionner à des températures différentes. Par exemple, l'enzyme numéro 1 fonctionne au maximum à une température de 4 degrés. L'enzyme numéro 2 fonctionne au maximum à une température de 37 degrés. L'enzyme numéro 3 fonctionne à une température de 95 degrés. Ça veut dire que dans votre corps, on va être obligé de garder une température, et c'est généralement 37 degrés. 37 degrés, pourquoi? Parce que la majorité de nos cellules fonctionnent au maximum, elles fonctionnent très bien à 37 degrés. Si vous vous éloignez de ce 37 degrés, ça veut dire que si la température diminue à moins de 37 degrés ou si elle augmente à plus de 37 degrés, les enzymes de votre corps fonctionnent beaucoup moins bien. Donc c'est très important, l'homéostasie par exemple, c'est très important de garder votre température du corps à 37 degrés. Deuxième chose importante sur le fonctionnement des enzymes, c'est le pH. Alors dans votre corps, vous avez plusieurs exemples. Sur le graphique ici, vous avez trois exemples qui sont désignés. Les enzymes ne fonctionnent pas forcément avec un même pH. Certaines enzymes vont fonctionner à des pH plutôt acides, comme la pepsine. La pepsine, c'est l'enzyme qui se trouve à l'intérieur de votre estomac, qui va permettre de dégrader les molécules de la nourriture, de l'alimentation. Deuxième enzyme, l'amylase. L'amylase, c'est l'enzyme qui se trouve dans la salive, donc le liquide qui se trouve dans la bouche. Elle va fonctionner à un pH qui est beaucoup plus proche de 7, donc entre 6 et 7. Elle va avoir une activité maximum à un pH qui est plutôt neutre. Vous avez une troisième enzyme ici qui est l'alcaline phosphatase qui va être plutôt fonctionner en milieu basique. Alors pour l'exemple du milieu basique, vous avez une autre enzyme qui s'appelle la trypsine. La trypsine, c'est une enzyme qui se trouve dans les intestins et elle aussi, elle travaille à un pH qui est plutôt basique. La concentration des enzymes aussi va être importante sur la vitesse de la réaction chimique. Ça veut dire que si la concentration en enzymes est grande, en fait, ça va augmenter la vitesse de réaction chimique. En fait, il faut imaginer que plus vous avez d'enzymes, plus il y aura de travail fait, donc la vitesse des réactions chimiques sera beaucoup plus importante. Il faut bien sûr que le substrat soit suffisant, ça veut dire que les molécules de départ avec lesquelles on travaille soient suffisantes, soient minimum. La concentration en substrat, c'est-à-dire la molécule de départ, elle aussi elle est importante. C'est-à-dire que la vitesse de la réaction va augmenter avec la concentration de substrat. S'il n'y a pas beaucoup de substrat, la vitesse de la réaction est faible et lente, alors que s'il y a un grand travail à faire, c'est-à-dire une grande quantité de substrat avec lequel il faut travailler, ça va augmenter le travail, la vitesse de travail des enzymes. Alors ici, vous avez un schéma que vous étudierez en classe. Juste ici, je ne vais pas passer trop de temps sur ce schéma, ce sera plus facile l'explication en classe. Juste ici, on remarque que vous avez un graphique qui correspond à la vitesse de la réaction chimique en fonction de la quantité de substrat. On a dit tout à l'heure que plus la quantité de substrat augmente, plus la vitesse est rapide. Mais on voit que à partir d'un seuil, à partir d'une limite de substrat, par exemple 3,2 pour le premier graphique, on voit que cette augmentation de la vitesse, en fait, cette vitesse va commencer à devenir constante. Alors pourquoi est-ce que, même si on augmente le substrat, le travail de la vitesse de réaction chimique n'augmente pas plus? En fait, ça correspond à la quantité d'enzymes qu'il y a dans l'environnement. Là, vous avez une concentration d'enzymes qui est égale à 0,5. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, cette vitesse qui n'augmente plus? C'est que tous les enzymes qui sont dans le milieu sont en train de travailler. Donc, on peut rajouter du substrat à l'environnement. Les enzymes ne pourront pas travailler plus vite qu'elles ne le font, puisque toutes les enzymes sont en train de travailler.
Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la vitesse de réaction chimique en augmentant en même temps le substrat? En fait, il faudra augmenter le nombre d'enzymes. Regardez le deuxième graphique. Si la concentration en enzymes est égale à 1, à 3,2 la quantité de substrat, en fait, sur la première graphique, on a une vitesse qui va être stable, alors que sur le deuxième graphique, lorsqu'on a augmenté la quantité d'enzymes, la vitesse va continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que vu que la quantité d'enzymes a augmenté dans le milieu, on va avoir beaucoup plus d'enzymes disponibles pour travailler sur le substrat, donc ça augmente encore. Mais là encore, vous avez une limite, c'est-à-dire que environ entre 4 et 5 sur la quantité de substrat, vous avez une vitesse qui va finir par devenir stable. Pourquoi? Parce que la concentration en enzymes, ou toutes les enzymes qui sont dans l'environnement, sont à leur maximum de travail. Il faudrait rajouter des enzymes pour augmenter encore plus l'activité ou la vitesse de réaction chimique. Alors en bas du graphique, vous avez une représentation des enzymes et des substrats. Et là, on peut bien voir que la quantité d'enzymes, elle est très importante sur la vitesse de la réaction chimique. La présence de l'eau aussi, elle est importante. S'il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur de l'environnement, c'est-à-dire inférieur à 15%, on ne pourra pas avoir de l'activité enzymatique puisque les enzymes ont besoin d'eau. Par exemple, pour faire l'hydrolyse, vous le savez, hydrolyse, c'est une réaction chimique qui a besoin des molécules d'eau. Par contre, la quantité d'eau, si elle augmente trop, ça va augmenter la distance entre les molécules et la vitesse de réaction chimique, malheureusement, va diminuer, puisque s'il y a trop d'espace entre les enzymes et le substrat, ça va ralentir malheureusement le travail des enzymes. Alors, il existe des activateurs ou des inhibiteurs. Les activateurs, en fait, ce sont des molécules qui vont aider le travail des enzymes et qui vont augmenter la vitesse de réaction chimique des enzymes. Il existe aussi d'autres molécules qui sont des inhibiteurs. Eux, ils ne vont pas aider le travail des réactions des enzymes, ils vont diminuer l'effet de l'enzyme. Alors, il y a des inhibiteurs qui sont compétitifs et des inhibiteurs qui sont non compétitifs. Un inhibiteur compétitif, c'est une molécule qui va ressembler beaucoup à la molécule substrat et qui va prendre la place du substrat directement sur le site actif de l'enzyme. Donc le substrat ne sera bloqué, on ne pourra pas utiliser le substrat puisque le site actif est bloqué. L'inhibiteur non compétitif, en fait, c'est une autre molécule qui va se fixer à l'enzyme et en se fixant à l'enzyme, alors elle ne se fixe pas sur le site actif, mais en se fixant sur l'enzyme, le site actif il va changer de forme. Et comme il change de forme, il ne va pas reconnaître le substrat et donc on va avoir beaucoup plus de problèmes à faire travailler l'enzyme. Ici, vous avez une représentation d'une enzyme qui a une forme de cœur, par exemple. Ici, vous avez le site actif avec le substrat qui a la forme complémentaire du site actif. L'enzyme et s'il y a dans l'environnement un compétiteur, un inhibiteur compétitif, en fait, il va prendre la place sur le site actif et le substrat ne pourra pas venir à l'intérieur de l'enzyme. Donc, l'enzyme ne pourra pas faire son travail. Sur la dernière image, l'inhibiteur non compétitif, en fait, il se fixe sur l'enzyme. Le site actif change de forme et le substrat ne peut plus se fixer sur l'enzyme, donc l'enzyme ne peut plus travailler. On a des exemples comme les antibiotiques ou le cyanure, qui sont des inhibiteurs, donc qui vont bloquer le travail des enzymes. Donc ici, vous avez un exemple de réaction en chaîne. Une molécule A se transforme en molécule B grâce à une enzyme numéro 1. Cette molécule B se retransforme tout de suite en molécule C grâce à une enzyme numéro 2, etc. etc. Donc vous avez beaucoup de réactions en chaîne comme ceci dans l'organisme. C'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas rester trop longtemps sur cette partie. L'activateur, donc l'activateur c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'activateur va permettre d'augmenter le travail de l'enzyme. Ici par exemple vous avez un activateur qui va venir se coller à la partie protéique de l'enzyme. Le site actif sans cet activateur n'est pas disponible pour le substrat. Grâce à l'activateur, on va pouvoir avoir un site actif
qui va pouvoir se coller au substrat et donc l'enzyme va pouvoir fonctionner. Donc grâce à l'activateur, le travail de l'enzyme sera beaucoup plus efficace, sera beaucoup plus rapide, puisque le substrat va pouvoir venir se coller sur le site actif. Donc voilà, c'est la fin des enzymes. C'est un petit peu compliqué comme sujet, mais on vous souhaite, avec Madame Olgou, beaucoup de courage pour le travail de cette partie. Merci, au revoir.